Je n'imaginais pas qu'un jour si chargé d'éclairs et d'humidité apporterait la vérité à ma porte, enveloppée d'un nœud blanc. C'était un jeudi, à peine 4 jours après le mariage de mon fils, et la tempête semblait un mauvais présage. Je le ressentais, les nuages gris tourbillonnaient au-dessus des rosiers que j'avais tant cultivés, et l'air avait ce goût métallique qui signifie « prépare-toi ». Je touchai mon reliquaire comme toujours, lorsque j'avais besoin de force, puis j'ouvris la porte. Là se tenait Maya, radieuse, oui, mais pas comme une mariée heureuse. Elle ne portait pas la sincère joie que je connaissais. Son visage portait cette expression de victoire anticipée. À ses côtés, un homme en costume gris tenait une serviette brune. Derrière eux, mon fils, la tête baissée. On est venu signer la vente, annonça Maya sans un mot de salut. Il faut en finir avant le week-end. Je ne réagis pas un sourcil ne se souleva. Je me contentai de m'écarter pour les laisser entrer. Le notaire, tout en retenue, déposa les documents sur la table de la salle à manger, juste au-dessus du napperon brodé par ma mère. Quelle ironie! Je m'assis face à eux, tournant lentement ma bague de veuve. Les habitudes ne meurent pas facilement, ni l'amour. Mais la patience, ça passe. Maya parlait sans relâche, donnant des ordres comme si elle était déjà maîtresse de la maison, et mon fils, mon doux garçon, restait silencieux, comme si sa langue pesait une tonne. Franchement, il croyait me prendre au dépourvu, signer cette maison, mon refuge, mon héritage, comme s'il s'agissait d'une serviette de bar. Je pris la première feuille et lus chaque ligne en silence, tandis que l'horloge murale marquait les secondes avec la cadence d'un tribunal. Puis, je levai les yeux et souris, pas avec douceur, mais avec cette élégante sécheresse que Maya n'a pas su interpréter. « Café ou thé ?» demandai-je calmement. Ils se regardèrent, surpris. « C'est juste une formalité. Le document a été approuvé avec ton fils, » ajouta Maya, comme si cela clôturait la conversation. « Ah, très bien, » répondis-je en servant de la tisane à la camomille. « Quel soulagement de voir que vous êtes si sûr de vous. » Ma tasse trembla légèrement au contact du sous-tasse, un geste imperceptible, mais suffisant. Car à ce moment-là, dans ce salon tapissé de souvenirs et de promesses, ils comprirent qu'ils n'avaient pas le contrôle. Que ce n'était pas mon geste de générosité qui les recevait, mais leur piège, qu'ils n'avaient pas vu venir. Ce n'est pas moi qui étais surprise, c'est eux qui venaient de fouler mon terrain, se croyant les conquérants d'une reine retraitée. Mais je n'étais pas en retrait, j'étais prête. La trahison commence toujours par quelque chose de délicieux, comme ces vins qui brûlent la gorge à la fin. Cette semaine-là avait pourtant été rayonnante. Le jardin sentait la magnolia fraîche et moi, je me sentais légère, excitée. Mon fils, mon unique fils, venait de se marier. Maya m'avait semblé gentille, attentionnée, avec ce mélange de douceur et d'ambition qu'une belle-mère choisit d'ignorer pour préserver l'harmonie. Pour sceller ce lien, je lui avais offert mon bracelet de perles, celui que je portais le jour où nous avions enterré son père. Pour moi, il représentait bien plus qu'un bijou, il incarnait la mémoire et l'engagement. Maya l'avait accepté sans hésiter. La cérémonie s'était tenue dans un jardin botanique. Beaucoup disaient qu'elle semblait sortie d'une carte postale et en effet, c'était cinématographique de la voir avancer vers l'autel dans sa robe ajustée, un sourire de vitrine. Je la regardais en me disant « J'espère me tromper ». Au moment du toast, mon fils leva son verre et remercia les femmes qu'il avait élevées, dont moi, silencieusement, sans même me nommer. Un léger pincement se fit sentir. Ce n'était pas la première fois qu'on m'effaçait. Ma maison, cette vieille victorienne avec ses mosaïques et ses moulures d'origine, avait été le témoin de toutes leurs fêtes, leurs études, leurs échecs et leurs victoires. C'est ici qu'il avait fait ses premiers pas, versé sa première larme d'amour, et aujourd'hui, il la partageait avec Maya, qui errait dans le salon comme si elle y était déjà chez elle. 3 jours à peine après les noces, il parlait déjà des « étapes suivantes ». Le dimanche après-midi, une petite réception avec les beaux-parents. Maya avait tout organisé. Un geste que j'avais d'abord jugé généreux, fleurs blanches sur la table, musique douce, même un gâteau au citron. « Ta maison a du potentiel », m'avait dit sa mère en levant un sourcil. Il suffirait de percer ce mur. Son père pointa la bibliothèque de ma mère, comme s'il s'agissait d'un simple cloison à déplacer. Moi, je souris. Ce n'était que la dernière d'une longue série de personnes venues me dire comment améliorer ce qui leur échappait. Je servis un café dans la porcelaine héritée de ma grand-mère et ne fis que hocher la tête. J'avais appris, après être devenue veuve si tôt, que l'on ne défend pas un foyer avec des cris. On le défend en silence, avec un regard attentif et une mémoire tenace. Ce jour-là, je n'ai posé aucune question. Je n'ai rien réclamé. J'ai seulement observé. Maya riait, mon fils semblait mal à l'aise, et moi,
je commençais à préparer ma revanche. Pour faire le rapprochement, car derrière chaque gentillesse il y avait un regard évaluateur et derrière chaque compliment une intention, ils pensaient me tenir dans la paume de leurs mains, mais ils ne savaient pas que cette paume savait déjà se fermer en point. Le jeu ne faisait que commencer, les mensonges les plus dangereux sont ceux dits d'une voix douce. Tout a commencé comme une stupide coïncidence. J'étais au supermarché jeudi matin en train de comparer des marques de confiture comme je le faisais chaque semaine quand j'ai entendu une voix familière dans la file d'attente de la boulangerie. Tante Eleanor, comme elle était gentille, la cousine de Maya Carla, elle avait toujours été gentille, un peu maladroite pour garder des secrets mais bienveillante. Elle m'a salué avec 2 baisers, et a regardé mon chariot avec curiosité. Alors tu vas enfin la maison, félicitations. Les mots m'ont frappé plus fort que n'importe quelle gifle. Je suis restée immobile avec le pot de confiture toujours dans ma main. Désolée que tu ne le saches pas, Maya a dit que la paperasse avait déjà commencé, et que c'était une question de jours. Puis elle a baissé la voix comme pour partager une bonne nouvelle. Elle a dit qu'elle avait trouvé un très bon agent qui s'est occupé de tout sans gêner. Je ne me souviens pas comment j'ai quitté le supermarché, ou si j'ai acheté la confiture ou pas. Je sais seulement que lorsque je suis rentrée à la maison, le silence pesait plus que l'air. Je me suis assis dans la cuisine en tournant mon alliance et j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas juste une illusion. Maya, j'agissais déjà comme si j'avais la permission, comme si j'étais juste une autre formalité. Je suis allée directement au bureau. Dans le bureau, j'ai examiné chaque dossier, chaque document, et confirmé ce que je savais déjà. Je n'ai jamais signé de pouvoir légal, aucun transfert de droit, mais cela n'a pas arrêté quelqu'un comme elle. Le lendemain, j'ai simulé une promenade dans le quartier. Je me suis arrêtée à l'agence immobilière du centre-ville, le masque de zone au fait, et j'ai demandé à parler au gérant. C'était un gentil jeune homme plus nerveux qu'hostile. Vous êtes Madame Eleanor M. m'a montré un formulaire déjà rempli. Mon sang s'est glacé. Il y avait mon adresse, le plan de ma maison, et le pire, une fausse procuration, ou quelqu'un avec mon nom mal orthographié au passage cédait les droits de gestion de la propriété à Maya. Qui a apporté cela? J'ai demandé d'une voix calme. Une jeune femme, votre belle fille, je crois, a dit qu'elle avait votre autorisation et vous n'avez pas vérifié. Le jeune homme a rougi, balbutié quelque chose à propos de référence de confiance, que c'était une pratique courante. Je l'ai écouté, je lui ai dit en sortant ma carte d'identité, et en la posant sur la table: ce document est faux, et si vous faites un autre geste, je vous poursuivrai en justice toute votre vie. Était-ce si clair? J'ai quitté ce bureau avec la même démarche ferme que lorsque je suis allée parler au directeur de l'école de mon fils, parce qu'il y a des choses qu'une mère n'oublie jamais, pas même comment se battre ou quand se taire. Ce soir-là, j'ai bu mon thé à la camomille avec un calme qui n'était pas la paix. C'était une stratégie, parce que si Maya voulait jouer au propriétaire, j'allais lui montrer ce qui se passe quand on se réveille, le vrai propriétaire de la maison, et je n'allais pas crier, j'allais seulement déplacer les bons morceaux. Il y a du pouvoir à savoir des choses que les autres pense que vous ignorez. Après la peur avec l'agence immobilière, j'ai fait ce que toute femme prudente et marquée ferait. J'ai appelé mon avocat. Ce n'était pas un grand bureau, pas de gratte-ciel ou d'assistant en costume de créateur. C'était un homme plus âgé avec des mains tremblantes et une voix calme. Elle qui avait été une amie de mon mari et qui me traitait toujours avec respect, comme quelqu'un avec un prénom et un nom, et non comme une nuisance avec le titre de maman. Je lui ai apporté une boîte contenant tous les documents importants. Actes, reçus, police d'assurance, tout. Elle l'a examiné attentivement. Une loupe dans une main et sa tasse de café dans l'autre. Tout est à ton nom, Eleanor. Personne n'a de pouvoir légal sur tes biens. Et ce prétendu document qu'ils ont présenté est invalide. J'ai hoché la tête sans rien dire, non pas par surprise, mais par soulagement, car au fond de moi, je le savais déjà. Et s'ils réessayaient? J'ai posé la question plus par protocole que par peur. Ils ne pourront pas. À moins de signer et de le faire devant un notaire officiel, ils n'ont accès à rien. J'ai quitté son bureau et suis allé directement à la banque. Là, j'ai ouvert un coffre-fort et commencé à déplacer les choses importantes. Un testament, des copies certifiées conformes de la propriété, les obligations de ma mère, le double de la clé du coffre-fort. Plus rien de tout cela ne serait jamais dans la maison. Pas alors que ma maison était déjà un champ de mine déguisé en foyer. Ce soir-là, je me suis préparé une double infusion de lavande et de camomille et je me suis assis dans mon rocking chair, la couverture tricotée par ma mère sur les jambes. Chaque fil contenait un souvenir, chaque couture un secret. J'ai pensé à Maya. Sa façon de se déplacer dans la maison avec cette fausse assurance, son rire forcé, ses compliments qui ressemblaient à des appréciations. Et je pensais à mon fils, à son silence, à sa façon de ne plus me regarder droit dans les yeux. Était-ce de la lâcheté ou de la honte? J'ai arrêté de me poser des questions, car il y avait quelque chose de plus important à résoudre. Protéger ce que j'avais construit avec mon sang, mes larmes et des années. Cette maison n'était pas que des briques et de la peinture, elle était le fruit de chaque nuit où je travaillais quand il était enfant, de chaque facture qui se payait toute seule, de chaque Noël sans papa, et il pensait pouvoir en faire un chèque. Je gardais un exemplaire supplémentaire du testament à la bibliothèque, dans le livre de cuisine de ma mère, qui allait vérifier une recette de chaussons aux prunes. De l'extérieur, tout semblait pareil. Je préparais le petit déjeuner comme d'habitude, j'arrosais les plantes, je nourrissais le chat du voisin lorsqu'il s'échappait dans le jardin, mais je n'étais plus la même. Maintenant, à l'intérieur, j'avais activé quelque chose de plus fort que la peur, la détermination.
Ils pensaient pouvoir me déplacer comme une vieille chaise, mais ils oubliaient que cette chaise avait des pieds en chaîne. Cette nuit-là, en fermant le coffre-fort de la banque, je suis retournée dans les rues du centre, les mains dans les poches et le vent sur le visage. J'avais cet étrange mélange de tristesse et de clarté comme quand on sait que quelqu'un ne nous aime plus mais qu'on lui sert quand même du café. Je suis entrée dans la maison en silence, comme si ma propre présence était déjà inconfortable. Maya regardait une série, mon fils lisait dans le bureau. Je l'ai salué d'un geste léger, et personne n'a levé les yeux. J'ai préparé ma camomille en silence mais d'un geste ferme. J'aime utiliser la tasse bleue, celle avec une fissure que j'ai réparée moi-même il y a des années, comme moi, cassée mais toujours en activité, et je me suis assise pour réfléchir. Je me suis souvenue des années de lutte, me lever à 5 heures pour coudre, préparer les déjeuners, faire des gardes d'infirmière quand il était malade. Je me suis souvenue de la façon dont je cuisinais avec ma mère dans cette même cuisine, alors que je n'avais jamais rêvé d'être mère. Je me suis souvenue de mon mari et de sa mort prématurée, de la façon dont j'ai appris à vivre avec l'espace dans le lit et le monde contre moi. Je me suis aussi souvenue du jour où ma belle-sœur a essayé de garder une partie de l'héritage de maman, en utilisant également de faux papiers et l'excuse de l'affection. Puis je suis aussi resté silencieux jusqu'à ce que Maya ne soit plus qu'une répétition avec un parfum différent, le même sourire, les mêmes mots enveloppés dans des cheveux épais, la même ambition enrobée de courtoisie. Mon fils était une autre histoire, son silence faisait plus mal que n'importe quel piège parce que je l'ai élevé pour être juste, ne pas avoir peur de la vérité, ne pas s'emballer, et maintenant il était silencieux pendant que sa femme complotait pour vendre ma maison comme si c'était un terrain à prix réduit. Ce soir-là, après monter, je me suis assis dans ma chambre et j'ai écrit. Pas une plainte ou un ultimatum, une réflexion pour moi-même pour ne pas oublier, parce que parfois la chose la plus dangereuse qui puisse vous arriver est de vous habituer au manque de respect. Je ne l'ai pas encore affronté, non. Pourquoi écouter leurs excuses pour qu'ils me disent que j'ai mal compris? J'ai choisi le silence, mais le silence de ceux qui préparent le terrain, pas de ceux qui abandonnent, comme quand on aiguise les couteaux avant de cuisiner, comme quand on arrange les fleurs avant la veillée funèbre. Ils pensaient toujours que j'étais fragile, qu'ils pouvaient me supporter, que l'amour que j'avais pour eux obscurcirait mon jugement. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais arrêté de demander de l'amour. Maintenant, je voulais justice, et même s'ils dormaient encore sous mon toit, la vraie maison, nous ne la partagions plus, car une mère peut pardonner beaucoup de choses, mais oublier qui on est et se laisser effacer, ce n'est pas possible. Et j'avais déjà commencé à me souvenir du lendemain matin, après le petit déjeuner, seul, car de plus en plus souvent, j'attrapais mon manteau de laine et je partais sans prévenir. Je suis allée directement chez Harold, le meilleur ami de mon défunt frère, un juge à la retraite aux mains fermes et aux yeux plus vifs qu'un faucon, qui disait toujours que j'étais la seule de la famille à avoir le cerveau froid. Il m'a salué avec une longue accolade, une de celles qui sentent la menthe et le vieux papier. Il m'a offert du thé, mais j'ai demandé du café. Aujourd'hui, j'avais besoin de force, pas de calme. Je lui ai dit. Tout chaque phrase que Maya a dit, chaque silence, mon fils a dit, chaque détail du faux pouvoir. Harold a écouté sans interrompre, jouant avec sa bague de retraite, comme s'il pensait déjà au prochain coup sur l'échiquier. Elena, tu sais ce que tu dois faire, dit-elle finalement, tu as trop donné, il est temps de te protéger. Elle m'a aidé à revoir le testament, nous avons changé les bénéficiaires, nous avons ajouté des clauses, nous avons même laissé une fiducie préparée destinée à quelqu'un qui ne le ferait jamais. Imaginez-vous ma petite nièce Clara, une jeune femme qui m'aide à m'occuper du jardin chaque été, la seule qui me demande si j'ai déjeuné, la seule qui me regarde dans les yeux. J'ai aussi préparé une nouvelle procuration, mais cette fois à mon nom exclusivement. Nous avons signé sceau et dessus une enveloppe scellée. Elle est restée dans le coffre d'Harold au cas où quelque chose m'arriverait un jour, car le respect se signe avec des documents, pas avec des câlins hypocrites. Quand j'ai quitté ça maison, l'air froid a frappé mon visage, mais je me suis sentie plus légère, comme si chaque pas enlevait le poison qui avait été inoculé en moi. Petit à petit, je suis passée devant la vieille église, j'ai allumé une bougie et touché le médaillon autour de mon cou. J'ai demandé à ma mère de la force, pas de la pitié. La justice ne se pleure pas, elle se construit. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé Maya en train d'arranger des vases et de parler au téléphone. Sa voix semblait heureuse, trop heureuse. Mon fils la regardait depuis le couloir avec ce regard vide qui m'était déjà familier. Je suis montée au 2e étage et j'ai mis mon exemplaire du Nouveau Testament au fond du tiroir de ma table de nuit sur une boîte de vieux biscuits qui allait pour regarder. Là, j'ai souri d'un petit sourire sincère. Cela faisait des années que je n'avais pas ressenti ce genre de satisfaction. Cette nuit-là, quand j'ai préparé ma camomille, j'ai mis 2 cuillères à café de miel. Je l'ai bu en regardant la lune par la fenêtre. La maison était silencieuse à l'exception du léger murmure du radiateur. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi profondément parce que ce n'était pas la fragilité qui me tenait éveillée, c'était la dignité. Et maintenant j'étais bien réveillée. Ce matin, mon fils est apparu, il est juste entré sans dire bonjour, avec des pas nerveux, évitant mon regard. Il portait un dossier sous son bras, le même qu'il utilisait pour ses rapports de travail. Je me suis assis dans le salon, avec la couverture de ma mère sur mes genoux, en tournant mon alliance. Il se tenait debout comme s'il ne savait pas où poser son corps. Maman, nous devons parler.
Il a commencé à avaler, j'ai hoché la tête sans dire un mot, j'ai sorti ma tasse de thé, et l'ai posée sur la table, une invitation silencieuse au calme, mais il ne l'a pas acceptée. Maya, je pense qu'il est temps que tu envisages de déménager. Il a lâché rapidement comme quelqu'un qui arrache un bandage. Je n'ai pas répondu, j'ai juste levé un sourcil. Il y a un nouvel appartement, a-t-il poursuivi. Un bel endroit avec des soins médicaux, des activités, des jardins, un endroit idéal pour ton âge, tu n'aurais à t'inquiéter de rien. Un rire sec m'a traversé la poitrine, mais je l'ai retenu. Mon fils évitait de me regarder, feuilletant des papiers qu'il ne lisait même pas. Et si tu n'acceptes pas, eh bien, Maya et moi pensons qu'il vaut mieux prendre de la distance entre nous, a-t-il dit en pinçant les lèvres. Nous ne voulons pas que tout cela affecte notre relation. Il y avait la menace déguisée en attention, le chantage déguisé en affection. Combien de fois avais-je vu ce même regard dans le monde, de la part des patrons, des beaux-parents, des voisins au sourire faux. J'ai pris une grande inspiration. L'odeur de cannelle de la bougie sur la table m'a ancré en moi. Je n'ai rien dit. J'ai juste pris ma tasse et bu une longue gorgée sans le quitter des yeux. Tu ne comprends pas, maman, a insisté. Maya s'inquiète. Elle dit que ce n'est plus prudent pour toi de conduire seule, de cuisiner ou de te promener dans cette grande maison. Oh, bien sûr, s'inquiète Maya. Je me suis inquiétée quand j'ai vendu mes bijoux pour payer ses études. Je me suis inquiétée quand elle a dormi par terre dans sa chambre d'hôpital. Je m'inquiétais quand je me suis retrouvée sans le sou pour qu'il puisse avoir un toit au-dessus de sa tête. Mais je n'ai rien dit parce que je n'avais pas besoin de le dire. Quand il a fini de parler, il a baissé les yeux, s'attendant à un cri, un drame, une scène. Au lieu de cela, tout ce qu'il a entendu était le tic-tac de l'horloge et ma respiration lente. Si tu décides de ne pas accepter maman, nous allons devoir nous éloigner. Nous ne voulons pas nous sentir obligés de te porter, a-t-il murmuré d'une voix si basse qu'elle était presque un murmure. Je me suis levée, j'ai disposé la couverture sur le fauteuil et je suis passée devant lui sans le toucher depuis la cuisine. Je lui ai répondu d'un ton si calme que cela semblait plus aigu que n'importe quel cri. C'est à toi de décider si tu veux prendre tes distances, j'ai déjà pris ma décision. Le silence qui a suivi était si dense qu'il semblait comme un deuxième cœur battant dans la maison, car parfois la réponse la plus forte est de ne rien dire et je venais de crier ma dignité. Après cette conversation, la maison semblait plus grande. L'écho de ses pas, le bruissement de la nappe, le doux sifflement de la bouilloire, tout semblait venir de loin. Il n'y en avait plus. Tente de me convaincre, juste un silence dense et lourd comme une couverture. Humide sur ma poitrine, j'ai continué ma routine comme si de rien n'était. Je me suis levée tôt, j'ai préparé ma tisane à la camomille et vérifié le jardin, j'ai taillé les rosiers, j'ai enlevé les feuilles sèches, j'ai salué le chat du voisin, un œil attentif à la vie et l'autre au détail. J'ai commencé à documenter chaque visite, chaque mot, chaque insinuation, un petit carnet bleu caché à l'intérieur du pot à biscuits dans le placard du garde-manger. J'y ai noté des phrases exactes, des dates, même le ton de la voix. J'ai appris il y a des années que la mémoire peut faire défaut mais que le papier ne ment pas non plus. HABL avec un accent aigu avec Rosa, ma voisine de toujours. Je lui ai dit entre des tasses de café et de faux rire que si un jour il m'arrivait quelque chose, ma nièce Clara saurait quoi faire. Rosa m'a regardé en silence puis a pris ma main. Elle n'a rien dit mais sa pression m'a donné plus de force que n'importe quel mot. J'ai commencé à traiter Maya et mon fils avec une courtoisie distante. Je leur ai demandé s'ils voulaient du sucre dans leur café, si la soupe avait assez de sel, mais mes yeux n'étaient plus ce qu'ils étaient. Ils ne cherchaient plus d'affection, ils les regardaient comme on observe un tableau dans un musée de à distance et sans attachement. Ils ont remarqué le changement. Maya a commencé à passer moins de temps à la maison, à inventer des réunions urgentes. Mon fils partait tôt et revenait tard et quand il était là il n'enlevait pas son manteau comme s'il était toujours sur le point de partir un après-midi. Maya m'a demandé si j'avais besoin d'aide pour les factures. Je pourrais organiser les paiements pour toi pour que tu ne sois pas confuse, dit-elle avec cette douce voix qu'elle utilisait quand elle voulait une clé. J'ai hoché la tête, je me suis levée, et suis allée prendre le thé. Quand je suis revenue, je l'ai trouvé en train de parcourir mon courrier. Je n'ai rien dit, j'ai juste servi le thé. Je me suis assis, et j'ai tout écrit dans ma tête. Cette nuit-là, pendant que je rangeais mes papiers, j'ai ressenti un calme curieux, comme quand on réalise qu'une tempête ne nous fait pas peur parce que notre toit est solide et le mien, après tant de pluie dans la vie, était toujours debout. J'ai commencé à tricoter une petite nouvelle couverture, non pas à cause du froid, mais pour occuper mes mains pendant que les aiguilles cliquetaient doucement. J'ai pensé à tout ce qui allait arriver parce que le pire avec un ennemi, c'est quand il pense qu'il a encore ta confiance, mais plus maintenant. Chaque maille de ma couverture était un pas de plus vers ma liberté, et chaque silence était une brique dans mon mur de dignité. Une semaine plus tard, j'ai reçu la visite de Clara, ma petite nièce. Elle est arrivée avec un bouquet de lilas frais et un sourire timide. Sa tendresse m'avait toujours touchée. Elle apportait un gâteau fait maison qui sentait l'enfance, les dimanches passés dans la cuisine avec ma mère pendant que nous prenions le thé sur la véranda. Je lui ai montré la couverture que je tricotais. Clara a passé sa main sur la laine douce comme si elle caressait un secret. « Tante, tout va bien.
Elle a demandé soudainement en me regardant avec ses grands yeux qui ne peuvent pas mentir. Je lui ai soigneusement expliqué où je gardais mes documents importants à la banque, le coffre-fort et une copie dans la bibliothèque à l'intérieur d'un vieux livre de recettes. J'ai vu comment ses yeux se sont remplis de surprise et de respect en même temps, au cas où un jour je ne pourrais plus parler. Ai-je dit en soutenant son regard. Elle a hoché la tête avec un tremblement dans ses lèvres. Avant de partir, elle m'a serré fort dans ses bras avec un amour si réel que mon armure a failli se briser. Cet après-midi-là, je suis restée assise sur le porche pendant un long moment à regarder les feuilles bouger au rythme du vent. Cela ressemblait à une danse secrète, un langage que seules les femmes qui ont appris à attendre le lendemain comprennent. J'ai rejoint le groupe de thé des dames de la ville. Je n'y étais pas allée depuis avant le mariage. J'y ai rencontré des visages ridés, sages, des mains pleines de vieilles bagues et des regards qui n'ont pas besoin de mots pour lire dans l'âme. Je leur ai raconté ma situation sans la dire complètement, seulement quelques allusions ont suffi, et elles ont compris. Entre rires et gorgées de thé, elles m'ont offert des noms d'avocats, des conseils et d'autres potins utiles, parce que quand une femme plus âgée décide pour faire bouger ses pièces, personne ne peut l'en empêcher. L'une d'elles, Dorita, m'a donné les coordonnées d'un expert en fiducie et en protection des actifs. J'ai noté le numéro dans mon carnet bleu, celui-là même où je note toutes les phrases dangereuses. Ce soir-là, j'ai appelé. La voix à l'autre bout du fil était ferme, sans fioriture. Nous avons discuté pendant près d'1 heure. Chaque mot était comme une brique dans un mur invisible. Je suis rentrée chez moi le cœur serein. J'ai préparé ma tisane à la camomille et au miel double et je me suis assis dans le rocking chair, regardant le soleil se coucher derrière les chênes, cette lumière orangée qui filtre à travers. Les rideaux m'ont rappelé qu'il y avait encore de la beauté au milieu de tant de poison. Dans le silence de la nuit, j'ai compris que je n'avais plus peur de la solitude, que la vraie solitude n'était pas d'être laissé sans personne mais d'être laissé sans dignité. Et pendant que je tricotais, je répétais la même phrase dans ma tête comme un mantra: ma maison n'est pas un prix, ma vie n'est pas un butin. C'était ma promesse et je tiens toujours mes promesses. Un soir, j'étais en train d'arranger ma nouvelle couverture sur le canapé quand j'ai entendu un bruit. C'était mon fils qui avait laissé son portable sur la table de la salle à manger. J'allais le laisser là, mais l'écran s'est allumé avec un message vocal: l'expéditeur Maya. L'impulsion était plus forte que mon éducation. J'ai rapproché mon oreille et j'ai appuyé sur lecture. Oh mon amour, je jure que je meurs de rire à chaque fois je pense à quel point il sera facile de prendre la maison à la vieille dame. Ah, tu as vu comme elle pense. Toujours qu'elle est aimée, elle ne réalise même pas que nous avons déjà tout prévu avec un petit coup de pouce. Dans 2 mois nous la ferons sortir. Silence, j'étais assis mais je me sentais comme quelqu'un avait arraché le sol de moi. Le rire de Maya était un forêt droit dans la poitrine, le mal si clair, si cynique, et mon fils écoutant, le laissant passer, étant complice en silence. J'ai porté ma main au médaillon autour de mon cou, je l'ai serré si fort j'ai cru qu'il allait se briser là-dedans. Je garde une mèche de cheveux de mon fils de quand il était bébé, le même garçon qui participait maintenant à une farce pour me prendre ma maison. Les larmes voulaient venir mais je ne les ai pas laissées. Les larmes sont pour les adieux, pas pour les batailles. J'ai rembobiné le message et l'ai enregistré sur mon téléphone parce que dans ce monde moderne les preuves écrites ne suffisent plus. La voix est l'épée la plus tranchante. Cette nuit-là je n'ai pas dormi, je me suis assis dans le fauteuil à bascule avec la couverture sur mes jambes et le thé refroidissant sur la petite table. La maison craquait dans son silence comme si elle pleurait avec moi aussi. J'ai pensé à mon fils, le petit garçon qui pleurait quand il avait peur du tonnerre. J'ai pensé aux fois où il m'a dit: maman, nous serons toujours ensemble. Et j'ai réalisé que cet enfant était parti depuis longtemps, que ce qui restait était un homme que je ne connaissais plus. Je me suis levée à l'aube et suis sortie au jardin. J'ai touché chaque rosier HABE avec un accent aigu, les fleurs comme ma mère me l'avait appris. Je leur ai promis qu'elle continuerait à tenir même si je devais rester seule entre ces murs, parce que si la vie m'a appris quelque chose, c'est qu'on ne se bat pas pour les choses mais pour ce qu'elle représente. Cette maison est mon histoire, chaque fissure, chaque tuile, chaque pot de fleurs, tout porte ma marque. Comme le soleil se levait et peignait l'herbe mouillée en or, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Ce n'était plus de la douleur, c'était une force dure aussi propre qu'un fer rouge chauffé. La tristesse s'est transformée en détermination et j'ai su sans l'ombre d'un doute que j'allais gagner, parce que cette fois ce n'était pas pour eux, c'était pour moi. Après avoir entendu le rire venimeux de Maya, je suis allée directement à mon bureau et j'ai composé le numéro de l'avocat que Dorita m'avait recommandé. C'était samedi, mais elle a répondu à la 2e sonnerie. Elle a écouté sans interrompre comme quelqu'un qui reçoit la confession d'un vieil ami. Je lui ai envoyé l'audio. Après un moment, elle m'a appelé d'une voix ferme: Éléonore, avec ses preuves, nous pouvons empêcher toute tentative de vente frauduleuse et intenter une action en justice pour protéger vos biens. Mais j'ai besoin de votre autorisation pour agir rapidement. Faites-le, répondis-je avec un calme qui me surprit tandis qu'elle préparait les déclarations et les avis. Je commençai à déplacer mes affaires. J'écrivis une lettre anonyme au journal local dénonçant les pressions et la manipulation émotionnelle exercée sur les propriétaires âgés. Je ne mentionnais pas de nom, mais laissai suffisamment d'indices pour que les curieux puissent commencer à creuser. J'envoyai également une autre, avec des gants anti-empreintes digitales, à l'association de quartier. J'y détaillais certaines attitudes inquiétantes à l'égard de Maya et sa façon de parler de la valeur des biens d'autrui. Je savais que dans ce quartier, les ragots vont plus vite que la lumière. L'après-midi, je me rendis à la bibliothèque municipale.
fouiller dans de vieux dossiers et demander des copies certifiées conformes de tous mes actes de propriété et de mon historique fiscal. Tout était rangé dans une chemise marron que je cachai plus tard dans le double fond d'un vieux tiroir, à l'abri des regards. Je rentrai chez moi à la tombée de la nuit. Le ciel était d'un orange presque théâtral. J'ai sorti ma bouilloire et mis l'eau à bouillir pendant que Maya et mon fils étaient à l'étage. Bavardant à voix basse, j'ai préparé ma tisane à la camomille et au miel et je me suis assise pour regarder la flamme de la bougie que je laisse toujours allumée sur la table. Cette flamme pour moi symbolise ma mère, ma force silencieuse. Cette nuit-là, j'ai dormi comme une souche pour la première fois depuis des semaines sans aucune peur ni cauchemar. J'ai rêvé de ma mère arrosant les plantes et de mon petit-fils courant dans le couloir avec un avion en papier. Le lendemain, je me suis réveillée tôt, j'ai ouvert les fenêtres, j'ai laissé l'air froid purifier l'air et j'ai versé du café dans ma tasse préférée. Celle avec un petit éclat sur le bord me rappelle que même les choses cassées peuvent encore être utile. Quand l'avocat a appelé pour confirmer que l'avis juridique avait déjà été envoyé à l'agent immobilier de Maya, j'ai souri avec une sérénité qui ne s'achète dans aucun magasin. Quand j'ai raccroché, j'ai regardé le jardin, les chênes semblaient s'incliner comme pour me saluer. J'ai touché mon médaillon et murmuré: c'est fait, parce que la vraie vengeance ne consiste pas à crier ou à casser de la vaisselle. C'est à bouger si silencieusement et si fermement qu'au moment où l'ennemi s'en aperçoit, il n'a plus d'issue. Je n'étais pas une vieille dame sans idée. J'étais la gardienne de mon histoire et je venais d'écrire le chapitre le plus important. J'ai mis la table de la salle à manger avec ma nappe blanche brodée, la même que j'utilisais pour les anniversaires de mon fils quand il était petit. J'ai mis ma belle porcelaine, celle avec les fleurs bleues, et j'ai allumé une petite bougie au centre, car même en temps de guerre, une femme digne garde sa maison en ordre. Vers 10 heures, j'ai entendu le moteur de la voiture. Maya est sortie la première, impeccable, vêtue d'une robe chère et ce sourire qui ne m'a jamais trompée. Derrière, mon fils, la tête baissée, et le notaire, un épais dossier sous le bras, sont arrivés. « Bonjour Éléanore » a crié Maya depuis l'entrée comme si elle m'apportait des fleurs. Ce n'est pas une trahison. Aujourd'hui, nous fermons tous et nous allons le faire rapidement. Je les regardais en silence, tournant lentement mon alliance et hochant la tête. Je les ai laissés entrer. Ils ont marché avec assurance, comme s'ils étaient déjà les nouveaux propriétaires de ma mémoire. Le notaire a commencé à placer les papiers sur la table, parlant en termes juridiques qui ressemblaient à des chansons brisées. Mon fils ne m'a même pas regardé. Il était se frottant les mains. Maya traversa la salle à manger en scrutant chaque recoin comme si elle réfléchissait déjà à l'endroit où elle mettrait son tableau préféré. « Je te fais du thé ou du café ?» demandai-je de ma voix la plus douce. « Oh, pas besoin » dit Maya, ne cachant pas son impatience. Je me dirigeai quand même vers la cuisine. J'inspirai profondément et ouvris le tiroir où je gardais le médaillon. Je le touchai. J'implorai ma mère de me donner des forces et revins, mais elle n'était pas seule. Derrière moi apparut le shérif adjoint. Un homme costaud, le visage sérieux et l'uniforme impeccable. Il tenait un dossier scellé à la main. Maya recula d'un pas. Le notaire ouvrit les yeux comme s'il avait vu un fantôme. Mon fils resta bouche bée, la bouche entr'ouverte. « Madame Éléanore » dit le shérif en me regardant avec respect. Voici l'ordonnance restrictive pour tentative de fraude, coercition et falsification de documents. Maya s'étrangla avec sa salive. C'est ridicule, vous ne pouvez pas faire ça. Je levai la main. Silence. Je dis, c'est la fin du théâtre. Le shérif tendit l'ordonnance au notaire qui tremblait tellement qu'il pouvait à peine se retenir. Mon fils me regarda pour la première fois depuis des jours et dans ses yeux. J'ai vu cet enfant dont je suis tombée de mon vélo et j'ai cherché mon câlin, mais c'était trop tard. À partir de maintenant, j'ai continué d'une voix ferme. Il vous est interdit de vous approcher de cette propriété. Si vous violez l'ordre, vous irez directement au procès. Le silence était si profond que j'ai entendu mon propre cœur. J'ai pris ma tasse et pris une longue gorgée. Ça avait le goût de la gloire, car il n'y a pas de goût plus doux que de reprendre sa place. Ce matin, Maya et mon fils sont venus sceller leur victoire, mais ils ont trouvé ma dignité, et cette fois je n'allais pas céder. Je n'aurais jamais pensé que la trahison pouvait faire autant de mal et en même temps être si libératrice. Mettons fin. Maya a été la première à briser le silence. Elle s'est jetée sur la table, les yeux grands ouverts, sa bouche comme un poisson hors de l'eau. C'est de ta faute, tu es une vieille femme égoïste, tu nous as promis que tu le ferais. Voulez-vous m'aider? Je restai immobile, tournant la bague à mon doigt, sans le perdre de vue. Sa voix résonnait sur les murs comme le cri d'un oiseau pris au piège. Le notaire, pâle comme une feuille, rangea précipitamment les documents, voulant disparaître. Pendant ce temps, mon fils se couvrait le visage de ses mains, balbutiant des phrases que même lui ne comprenait pas. Je me levai lentement, ajustai la nappe et sortis une enveloppe que j'avais rangée dans le tiroir de la vitrine. Je l'ouvris calmement et en sortis mon testament révisé, récemment signé et scellé.
Voulez-vous que je vous lise quelque chose? Demandai-je d'une voix calme, presque douce. Mon fils leva les yeux. Ses yeux rouges semblaient implorer une explication, une dernière chance. Maya renifla, les bras croisés, la mâchoire serrée. Je détachai soigneusement le document. Chaque mot, chaque clause était une brique dans le mur que j'avais construit pour me protéger. À partir de ce jour, je commençai à lire. Mon fils et par conséquent, sa femme sont exclus de tout droit et accès à mes biens présents et futurs. Ils ne recevront ni héritage, ni propriété, ni participation financière. Maya hurla comme si on lui avait arraché la peau. C'est illégal, tu ne peux pas faire ça, on est une famille. J'ai levé la main et pris une grande inspiration. Non, Maya, tu n'es pas une famille. La famille ne se vole pas, ne ment pas, ne fait pas de chantage. Mon fils a commencé à pleurer. Les larmes sont tombées abondamment, tachant sa chemise. Il a essayé de se rapprocher, mais le shérif s'est avancé. S'il vous plaît, ne vous approchez pas, a-t-il ordonné. Il s'est figé sur place. J'ai vu le garçon que j'avais élevé, mais aussi l'homme qui m'avait donné au feu par commodité. J'ai continué à lire chaque phrase. C'était un battement de cœur de ma dignité retrouvée. J'ai décidé de laisser mes biens à ceux qui me respectent, à ceux qui ne me voient pas comme un compte bancaire avec des jambes. La maison sera donnée à une fondation historique pour sa préservation et le reste sera placé dans une fiducie pour Clara. Le silence a de nouveau rempli la pièce. Maya a serré les poings si fort que ses articulations sont devenues blanches. Mon fils respirait comme un animal blessé. J'ai calmement fermé le testament et l'ai placé dans son enveloppe. Je me suis retournée pour leur faire face, la tête haute. C'était fini, ce n'était pas un cri ni une supplication, c'était le dernier mot et là. Il n'y avait pas de retour en arrière car lorsqu'une mère décide de se lever personne ne peut la rasseoir. À cet instant j'ai vu la façade s'effondrer. Maya a poussé un cri qui semblait provenir des profondeurs de sa fierté blessée. Ce n'est pas possible, cette maison entière était à nous, nous l'avions planifiée, nous l'avions rêvé. Je l'ai regardée avec une sérénité acquise seulement au fil des années de coups et de cicatrices. Je me suis approchée de la fenêtre et j'ai regardé mon jardin laid. Rosier que j'avais planté quand mon fils avait 5 ans. J'ai respiré l'odeur de la terre humide et suis retourné au salon prévoyant de répéter l'espace comme quelqu'un dégustant un vin rare. J'avais trop planifié que cette maison soit le refuge de ma famille. Chaque mur pour raconter des histoires d'amour, pas des histoires de cupidité. J'ai sorti un autre document du dossier. Ce n'était pas un testament mais un acte de cession. Je l'ai levé lentement pour qu'il puisse le voir correctement hier. J'ai signé le transfert de cette propriété à une fondation historique. J'ai annoncé que cette maison serait préservée comme patrimoine culturel. Personne ne pourra la vendre, l'hypothéquer ou la démolir. Maya a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Mon fils a fait un pas d'opale comme un mur fraîchement peint. Je pouvais voir le tremblement dans ses mains, le poids de réaliser que le château de cartes venait de s'effondrer, et l'argent, les actions, les obligations. Il a finalement bégayé d'une voix que j'ai à peine reconnue. Je me suis retournée lentement, mes doigts ont effleuré le médaillon autour de mon cou. Je l'ai ouvert et j'ai regardé la mèche de cheveux, se souvenir de quand il m'appelait encore maman sans condition. Tout est dans la fiducie. J'ai répondu qu'une partie ira à Clara pour qu'elle puisse étudier et construire sa vie sans dépendre de personne et le reste sera donné à des organisations qui protègent les femmes âgées contre les abus financiers. Émotionnel, mon fils a laissé tomber les papiers qu'il portait. Un son creux et triste comme un au revoir maman. J'ai murmuré mais sa voix s'est perdue entre les murs. Non, ne dis rien. Je l'ai interrompu doucement. Parfois la chose la plus compatissante qu'une mère puisse faire est de lâcher prise. Le shérif a hoché la tête comme s'il comprenait le poids de chaque mot. Maya s'est affalée sur la chaise, son maquillage coulait avec ses larmes. Elle ressemblait à un tableau mal fini. Je suis restée debout. Je n'ai pas pleuré, non. Je tremblais, car le vrai pouvoir ne réside pas dans le cri, mais dans le calme, dans la fermeté de celui qui a décidé de ne plus être une victime. J'ai regardé la maison, chaque recoin, chaque fissure. Tout était ma vie et désormais, ce ne serait plus qu'un souvenir, pas une monnaie. Cette maison ne m'appartient plus, ai-je dit enfin d'une voix claire. Elle appartient désormais à l'histoire, tout comme ma dignité. L'horloge murale sonne à minuit, un son clair et définitif, comme un verdict. Car il y a des défaites qui deviennent des triomphes silencieux, et ce jour-là, j'ai scellé le mien. Le silence qui subsista ensuite était si lourd que je le sentais sur ma peau comme une couverture mouillée. Mon fils porta les mains à son visage, ses épaules tremblaient. Je l'entendis sangloter, ses sanglots hideux, désordonnés, incontrôlables. Je le vis tomber à genoux devant moi. L'espace d'une seconde, j'ai voulu me souvenir de l'enfant tombé dans le parc et accouru dans mes bras, mais cet enfant n'était plus là. Maman, pardonne-moi. Non, je ne voulais pas. Maya balbutia, la voix brisée. Elle le regarda avec de grands yeux, puis, prise de rage, se leva brusquement et jeta sa chaise par terre.
Son visage était un masque de rage et de panique. C'est ridicule, tu nous as ruinés, tu as ruiné la vie de ton propre fils, tu es une vieille femme cruelle. Ses cris rebondissaient sur les murs, mais j'avais l'impression qu'un verre épais me séparait de tout inaccessible, inaltérable. Je me suis penchée, et j'ai calmement ramassé la chaise, je l'ai remise à sa place et j'ai lissé la nappe. Chaque geste était un acte de récupération du respect de soi. Je me suis tournée vers Maya et mon fils, mes yeux sont figés, mon dos droit. Je n'ai rien gâché pour toi, j'ai dit lentement d'une voix grave. Vous l'avez fait vous-même, j'ai repris seul ce qui m'appartient, ma vie. Maya m'a regardé comme si elle voulait m'attaquer, mais le shérif a fait un pas en avant. Elle a reculé avec colère et a attrapé son sac à main. Sans me regarder, elle s'est retournée et est partie en claquant la porte si fort que l'horloge sur le mur a tremblé. Mon fils était toujours par terre, il m'a regardé, des larmes coulant sur son visage et du désespoir dans chaque nouvelle ride sur son visage. Maman, s'il te plaît, ne me laisse pas seule, a-t-il murmuré. Je me suis dirigée vers lui. J'ai senti mes genoux protester tandis que je me penchais et posais une main sur sa tête pendant une seconde. Ce fut un bref geste, un au revoir silencieux, puis je me suis lentement redressée. La dignité pèse mais elle tient. Maintenant, tu devras apprendre à vivre seule, comme j'ai appris à vivre sans ton père, comme j'ai appris à t'élever sans aide, sans luxe, seulement avec du travail et de l'amour. Oui, j'ai appris, j'apprendrai. Tu as couvert son visage et sangloté encore plus fort. Je me suis retournée et me suis dirigée vers la cuisine. Le shérif m'a suivi des yeux, mais n'a pas bougé. Je savais que ma bataille était terminée. J'ai pris une grande inspiration. J'ai ouvert la fenêtre et laissé entrer l'air frais. Le printemps arrivait. Ça sentait la terre humide et un avenir propre. J'ai fermé les yeux et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti la paix, une paix durement gagnée, une paix que personne ne m'a donnée, car dans la vie, on ne choisit pas toujours les trahisons, mais on peut toujours choisir comment se relever.